Je vais vous faire une confidence dans votre podcast. Une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai discuté, on était partis en France en vacances avec les enfants et leur maman pour aller voir la famille adoptive qui ne les avait pas encore connus formellement. Et puis, mon père adoptif me dit, mais moi, j'ai vu une propagande là sur ton nom, Mauritanie, etc., le nom rocinien. Ouais. Je te conseille de le retirer de ta page Facebook. J'ai dit à mon père adoptif, non, tu rigoles. Halaka, halaka, halaka. Ustanam halaka, halaka. Halaka, halaka, halaka. Achanam halaka, halaka. Yasamobe, esukabe, bandirabe, ne malodira. Yasamobe, esukabe, bandirabe, ne nyamodira. Halaka, halaka, halaka. Ustanam halaka, halaka. Halaka, halaka, halaka. Achanam halaka, halaka. Yasamobe, esukabe, bandirabe, ne malodira. Yasamobe, esukabe, bandirabe, ne nyamodira. Allo, allo, kane wodi. Nate TikTok, kane wodi. Information, hoto ummi. Sada hala, halko wodi. Topuka one wayne lady. Commentaire jinji dako bubi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zenphase Podcast. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, un invité qui nous a montré la route à suivre. Vous le connaissez tous. Aujourd'hui, dans la maison, nous avons le député du peuple, mon grand frère à moi, Khali Mamadou Diallo, qui est un homme politique, acteur social et ancien animateur également. Député à l'Assemblée nationale, il s'est d'abord fait connaître par son engagement auprès des populations les plus vulnérables, notamment à travers la marmite du partage, une initiative solidaire en faveur des personnes démunies. Issu de la jeunesse engagée, il a également évolué dans le monde de l'animation et du hip-hop. Des expériences qui ont façonné son sens de l'écoute et son engagement citoyen. Aujourd'hui, il milite pour une Mauritanie fondée sur la justice sociale, la bonne gouvernance, l'égalité des chances et une grande implication des jeunes dans la vie publique. Son parcours est guidé par une conviction forte: servir son pays en plaçant l'humain, la solidarité et l'intérêt général au cœur de l'action publique. C'est un honneur pour nous aujourd'hui d'accueillir notre grand frère, le député du peuple, Monsieur Khali Mamadou Diallo. Comment ça va, grand frère? J'espère que tu vas bien. Ça va, je vais très bien. Bienvenue dans notre plateau. Merci. C'est vraiment un honneur et un plaisir de vous avoir parce que, en fait, je sais pas si je peux te tutoyer. Est-ce que tu me le permets? Bien sûr. C'est vraiment un honneur parce que ça fait longtemps qu'on te regarde faire. Tu nous as montré la marge à suivre, comment nous occuper de ceux qui n'ont pas les mêmes moyens que nous avec la marmite du partage. Et bien avant ça, quand tu étais au Sénégal, on entendait beaucoup d'échos de ce que tu faisais pour les étudiants mauritaniens qui étaient au Sénégal également. C'est-à-dire que, machallah, ton parcours depuis la vie estudiantine, enfin, moi, disons que je n'ai de mémoire qu'à partir de ta vie estudiantine. Mais depuis ta vie estudiantine jusqu'à aujourd'hui où tu occupes un siège à l'Assemblée nationale, ton nom a toujours été entouré par cette aide sociale, cette oreille attentive, cette épaule qui est toujours là pour les Mauritaniens. Et quand je dis des Mauritaniens, je ne dis pas juste les Noirs Mauritaniens, non. Je suis désolé par rapport à cette propagande que les gens disent, mais non, quand je dis Mauritanien, c'est Noirs Mauritaniens et Maures Mauritaniens. Tout le monde. Tu ne fais pas de différence par rapport à ça. Et franchement, c'est un honneur parce qu'on a beaucoup appris de toi également. Et là, j'aimerais commencer l'émission par te demander, est-ce que tu peux te définir pour commencer? J'aimerais beaucoup savoir, si tu devais te définir en un mot, ce serait lequel? Ça serait très difficile. Je sais. Mais oui, je me définis comme un enfant qui est issu d'un milieu modeste où la difficulté n'a pas été un frein, mais plutôt une force. Wow. C'est incroyable que tu dis ça, parce que j'aimerais que tu me parles de ton enfance, justement. Donc, moi, je suis issu d'un milieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, très modeste. Et les difficultés de la vie ont façonné la modeste personne que je suis aujourd'hui. Et ce qui m'a surtout marqué pendant mon enfance et mon adolescence, c'est de voir ces familles, c'est l'injustice, c'est de voir les familles qui sont dans des difficultés, c'est de voir des enfants abandonner l'école très tôt, faute de moyens. Et j'ai aussi grandi dans un milieu, dans une société qui m'a appris tout simplement à faire un effort double par rapport aux autres. Parce que pour la même opportunité, pour la même chance. Mais comme je l'ai dit, je suis aussi un enfant qui n'a pas connu sa mère. Donc moi, j'entends parler de ma mère, mais je l'ai vue sur des photos. Et je connais pas ma mère dans la réalité. Et mon père est décédé aussi très tôt. Mais comme je dis, tout ça n'est pas un malheur. Tout ça m'a façonné, a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et toutes ces images de ces familles démunies, de ces injustices, dans un pays extrêmement riche comme la Mauritanie,
Ça, c'est des images qui restent gravées dans notre conscience. Et ça nous marque à vie, et c'est ça qui va guider l'engagement social, l'engagement politique Wow. et tout ça, quoi. C'est incroyable. Voilà. Parce que vous avez dit que tu n'as pas, excuse-moi, tu as dit que tu n'as pas connu ta mère. Oui. Mais c'est difficile qu'un enfant ait une certaine stabilité émotionnelle sans la présence des deux parents. Oui. Et quelqu'un qui ne te connaît pas ne pourrait jamais deviner que tu n'as pas grandi avec ta mère. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire, tu peux m'expliquer exactement comment ça s'est passé? Qui t'a éduqué, par exemple, si tu n'as pas grandi avec ta mère? En fait, c'est pas que j'ai pas grandi avec ma mère, je connais pas ma mère. Ça, c'est encore différent. Oui, c'est Donc, différent. ma mère est décédée, j'avais à peine 2 ans. Ouais. Et mais j'ai eu la chance d'avoir, c'est vrai que j'ai connu mon père un tout petit peu au moment où vraiment je commençais à avoir la mémoire, la conscience qui se construisait. J'ai perdu mon père parce que j'avais 12 ans. Ah. Et mais je suis resté avec cette grande-mère qui m'a, ses tantes, des tantes côté paternel et des tantes côté maternel, qui ont été des couveuses pour moi, qui m'ont accompagné très tôt. Ouais. Et c'est vrai qu'à un certain âge, entre, je dirais 10 ans, 11 ans, j'ai connu Dr Christophe Rochigneux, qui a été un père adoptif pour moi. Et je suis parti très tôt, j'ai quitté ma ville natale, Bogué, où j'ai quand même tout connu à ma tendre enfance. Ouais. Et j'ai été extrait de ce milieu-là avec une conscience déjà construite, avec une grand-mère qui m'a transmis beaucoup de savoir. Et j'avoue que quand j'avais 10, 11 ans, je me comportais déjà comme un garçon de 20 ans. Quand tu as la chance de vivre avec une grand-mère qui t'a accompagné durant toute sa vie, même quand j'ai été adopté, je revenais chaque année en vacances à Bogué. Cette vieille, elle était là. Elle était ma boussole, elle était mon repère de vie. C'est avec elle aussi que j'ai connu beaucoup de choses. J'ai connu les histoires de famille, j'ai connu les histoires de la ville de Bogué, les liens. Ouais. Donc, et puis, le fait que j'ai perdu aussi ma mère très tôt a fait que même les amis de ma mère, les copines de ma mère, comme Nen Fatibache, comme Amma Khadissar, comme d'autres et d'autres, je pense que c'était comme Nen Jenny, qu'Allah la grée en son saint paradis, Nensi, de Bogué. Donc, toutes ces mamans m'ont rempli d'amour. Et c'est ce qui fait que dans la vraie vie, après cette situation, j'ai su en fait garder l'équilibre dans les sentiments. Mais il y a aussi autre chose, parce que le fait que j'ai quitté mon milieu naturel pour me retrouver dans un milieu africain occidental, ça aussi c'est une autre culture, c'est une autre rééducation. Absolument. Mais comme j'ai dit, quand j'avais 10, 11 ans, j'étais quand même ces jeunes-là qui avaient une conscience d'un gamin de 20 ans. Ouais. Et j'ai connu cette éducation-là au milieu de la famille Rochigneux. Ça, on y reviendra. Donc, j'ai eu la chance de voyager énormément avec mon père adoptif. Donc, on a fait pratiquement toute l'Afrique. Hein. Et je faisais aussi plus de temps en France, où j'avais l'essentiel de la grande famille adoptive se retrouvait en France. Donc, entre la ville moderne et la campagne, je connais aussi ces deux modes de vie et ces deux mondes qui se côtoient. Et tout ça, avec toutes les personnes qu'on rencontre dans sa vie au cours de tout ce parcours-là, cela vous construit. Cela vous construit, cela vous remplit surtout d'humanité et de respect de la différence. Absolument. Et c'est pour ça, vous l'avez très bien souligné, je me suis toujours considéré celui qui représente la dignité humaine, qui ne représente pas les couleurs, ni les ethnies, ni les communautés, mais qui représente l'ensemble de ces gens-là. Et je pense qu'aujourd'hui, nous essayons de marquer ce territoire d'humanité, d'empathie. Voilà. Et je trouve que vous y arrivez très très bien parce que les Américains disent que it takes a village pour éduquer un enfant. Et j'ai l'impression que c'est un terme qui se dit très bien à vous parce que au final, vous êtes un mélange de la Mauritanie et de ses valeurs et également de l'Occident aussi. Oui, tout à fait. Donc, j'ai vu que le nom Rochigneux, justement, je vois que c'est un honneur pour toi parce que tu as été adopté par cette famille, machallah. Et je vois que ça fait scandale également parce que les gens disent que le nom n'est pas mauritanien. Oui, c'est vrai. Alors que
pour toi, ça représente tellement de choses. Mm. Donc, les gens qui ne comprennent pas, en fait, la familiarité que tu as avec ce nom de famille Rochigneux, qui est Tout à aujourd'hui fait. le tien. Tout à fait. Si tu devais répondre à ces gens-là qui ne comprennent pas, qu'est-ce que dirais-tu à ces gens-là? En réalité, je pense que je n'ai pas à répondre. Mhm. Vous savez, dans la vie, il faut savoir assumer son identité. Et moi, j'assume mon identité. J'assume ce qui plaît aux autres, ce qui déplaît aux autres. L'essentiel, c'est que ça me plaît à moi. Et Right. ça, c'est le plus important. Et vous savez, quand vous avez une vie qui est remplie d'histoire, vous Mhm. devez assumer toute la part de l'histoire. Pas juste assumer une partie de l'histoire qui va plaire à la masse ou Mm. qui va déplaire à la masse. Non. C'est votre conscience, elle est votre tribunal. Absolument. C'est à elle que vous devez rendre des comptes. Et donc, le nom Rochigneux, je n'ai pas de regret, mais j'aurais quand même dû le mettre même sur mon état civil. J'aurais dû le mettre D'accord. parce que maintenant que ça pose des questions, vous savez, la Mauritanie, en dehors même de mon adoption avec la famille Rochigneux, Mhm. et il y a des familles qui portent un nom français en Mauritanie. Il y a Oui. des familles El Michel, il y a des Mhm. familles espagnoles, il y a des familles Benza, il y a les familles... il y en a beaucoup. Mhm. Et c'est cette diversité, ce métissage-là, je pense qu'on ne doit pas avoir peur de ça. La réalité, c'est quoi? C'est qu'entre-temps, il y a eu une conscience mauritanienne qui a été, je ne dirais pas islamisée, c'est trop dire, Mhm. mais radicalisée, Mhm. où la tolérance Mhm. des noms pose un problème. Mais depuis quand ça doit poser un problème? La Mauritanie, c'est un pays où le melting pot et le métissage a toujours existé. Donc, Absolument. moi, c'est pour ça que j'assume Mhm. ce nom-là. Et comme j'ai dit, la seule erreur peut-être que j'ai faite, Mhm. j'aurais dû le mettre sur mon état civil. Ça aurait été la meilleure réponse que j'aurais donnée Mhm. aux gens qui posent les questions d'où vient le nom Rochigneux. Et donc, tellement c'est une fierté d'avoir ce nom parce que c'est ma famille adoptive, Absolument. j'ai quand même décidé de le mettre sur ma page Facebook. Mhm. J'ai créé cette page en 2008 à l'arrivée de Facebook, pratiquement en Afrique. Mhm. Et donc, j'ai mis Khali Diallo Rochigneux. Donc, Mhm. ce nom Rochigneux qui reflète aujourd'hui mon identité. Et d'ailleurs, l'un de mes fils, mon fils aîné, Mhm. il porte le nom de Zuber Christophe, donc le nom de mon père adoptif. Absolument. Et donc, j'ai mis Zuber Christophe comme nom sur l'état civil de mon propre fils. Et j'avoue que ça avait causé un grand problème à l'état civil à l'époque. C'était en 2013, D'accord. où j'ai dû créer un scandale à l'état civil pour qu'on mette le nom de Zuber Christophe. Parce que moi, c'est ma part d'histoire. Oui. C'est une histoire dont je suis très fier de porter. Absolument. Et c'est pour ça le nom Rochigneux, aujourd'hui, je le porte. Et je vais vous faire une confidence dans votre podcast. Mhm. Une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai discuté, on était partis en France en vacances avec les enfants et leur maman pour aller voir la famille adoptive qui ne les avait pas encore connus formellement. Mhm. Et puis, mon père adoptif me dit, mais moi, j'ai vu une propagande là sur ton nom en Mauritanie, etc., le nom Rochigneux. Ouais. Je te conseille de le retirer de ta page Facebook. J'ai dit à mon père adoptif, non, tu rigoles. Moi, je l'assume. Est-ce que quand je mettais son nom, je t'ai demandé ton autorisation? Non, c'est mon nom. Diallo, c'est mon nom. Rochigneux, c'est mon nom. Absolument. Ça fait partie de moi et les gens doivent apprendre à vivre avec. Absolument. Pas d'explication à donner C'est ton identité. là-dessus. Et lui, il me dit, ouais, mais tu sais, bon, lui, il a vécu longtemps en Mauritanie. Mhm. Il connaît un peu la mentalité des gens. D'accord. Mais comme je dis, nous, on est une génération qui n'est pas comme les autres générations. On est la génération des Lumières. Mhm. La génération qui a toujours compris que les parcours scolaires Mhm. étaient une force. Pour Oui, nous, absolument. c'était un outil de libération. Absolument. Donc, cette force éducative que nous avons reçue, nous devons la refléter par rapport à notre comportement. Absolument. C'est Absolument. pour ça, quand on me pose la question sur le nom Rochigneux, je souris en montrant toutes mes dents parce que je suis très fier de porter cela. Et c'est justement ça qui est dommage, parce que les gens ne comprennent pas qu'ils sont en train de mener un combat qu'ils ne peuvent pas gagner. C'est clair. On ne peut pas retirer Rochigneux de ta personne. Tu ne serais pas le député que tu es aujourd'hui. Je ne le ferai jamais. Absolument. Jamais. Et si tu le faisais, tu enlèverais une partie de ta vie. Mais c'est clair. Donc les gens, ils devraient... En fait, c'est pas enlever une partie de ma vie, ce serait me mentir à moi-même et je ne le ferai pas. Pourquoi? Donc quel intérêt? Aucun. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec vous. Ouais. J'aimerais qu'on discute de ton parcours scolaire. J'ai vu que ton parcours scolaire avait de l'importance pour toi. Donc j'aimerais que tu me dises, pendant le temps où tu étais en Mauritanie, tu as appris dans le système mauritanien. Ensuite, tu es allé au Sénégal
poursuivre un parcours universitaire. Oui. Ensuite, tu as voulu revenir parce que tu avais le choix de continuer au Sénégal, C'est vrai. d'aller chez ta famille adoptive en France, Oui. ou bien de revenir en Mauritanie. Tout à fait. Et sachant que c'est la Mauritanie, je suis désolé de le dire, mais c'est l'endroit où il y a le plus de challenge. Et c'est également l'endroit que tu as choisi. Pourquoi? Pour moi, la persévérance est plus importante que les obstacles. I like that. Et moi, mon parcours scolaire, pour moi, ça a été un moyen de libération, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il m'a permis de faire travailler mon esprit, d'aller rencontrer d'autres horizons. Mhm. Mais avant d'aller rencontrer d'autres horizons de manière en déplacement physique, OK. j'ai d'abord fréquenté une école où il y avait un brassage culturel déjà. Donc, c'était le petit centre. Oui. Il y avait des Congolais, il y Absolument. avait des Français, Mhm. il y avait des Aïrois, il y avait des Tchadiens, il y avait des Béninois, il y avait des Togolais. Donc, ce parcours-là, pour moi, il reflète Mhm. la personne que je suis. Et Oui. c'est après ce parcours que je suis effectivement parti au Sénégal, où j'ai fait mes études en audiovisuel, en journalisme. Mhm. Et tout ça, si vous regardez un peu le parcours, c'est parce que Dieu a fait que Khali Diallo fait partie de ces jeunes qui ont toujours écouté les autres, qui ont Mhm. toujours porté les peines des autres, qui ont toujours défendu Mhm. les autres. Mhm. Et ça, mes amis à l'école, quand on était petits, Mhm. certains sont devenus des colonels de l'armée, des médecins, d'autres sont devenus, ont eu des postes de responsabilité. Ils savent que même au bas âge, Mhm. quand on était à l'école, Ouais. je n'aimais pas l'injustice. Mhm. Et j'étais peut-être un protecteur Mhm. pour certains d'entre eux quand ils étaient victimes Ouais. d'agressions ou d'autres. Mhm. J'ai toujours aimé défendre ceux qui sont les plus faibles. Mais ça vient d'où, justement? Ça vient du fait que quand on grandit dans un milieu modeste, Mhm. quand on voit, dès le départ, on a été frappé et ancré par l'injustice que les autres vivaient, Mhm. des familles qui vivaient dans la précarité, Absolument. des jeunes qui se sont retrouvés dans l'obligation d'abandonner l'école parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Mhm. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des choses qui restent figées Oui, éternellement dans votre cerveau. absolument. Et cela a fait que aujourd'hui, je me considère comme quelqu'un qui combat les injustices, qui défend les opprimés. Donc, on peut dire que la marmite du partage est née de cette idée-là. Oui, je peux dire ça comme ça parce que tout simplement, vous savez, la marmite du partage, c'était pour moi le moment le plus important de me rendre utile. Il faut savoir se rendre utile. Absolument. Pas rester éternellement là à dire oui, les choses ne marchent pas, Mhm. mais on ne fait rien pour se rendre utile. Ouais. Et donc, c'est vrai que le social a été un milieu, quand on donne un repas, quand on aide des personnes, on va dans les conséquences. Mais ça m'a appris Mhm. à être très empathique. Oui. C'est très important de comprendre que il y a des gens qui n'ont même pas de l'eau à boire en Mauritanie. Mhm. Un pays aussi riche que la Mauritanie, un pays qui a tous les moyens Absolument. d'éliminer la pauvreté. Alors, le social, si on regarde mon identité de départ, c'était forcément, j'étais prédestiné à me rendre utile pour les autres. Vous savez pourquoi? C'est quoi Ouais. pour vous couper? Quand vous étiez étudiant, les gens m'ont dit que les autres étudiants mauritaniens mangeaient souvent chez vous. Ouais. On m'a dit que les étudiants mangeaient souvent chez vous, Ouais. que vous ferez... En fait, c'est-à-dire que malgré vos moyens, vous étiez là pour tout le monde. Tout à fait. Donc ça en dit long déjà. Tout à fait. C'est vrai que le Sénégal, vous savez, quand vous êtes avec des étudiants, c'est vrai que j'étais quand même bien installé au Sénégal, effectivement. Parce que faut aussi, vous savez, l'esprit du débrouillard, Yes. je l'ai toujours eu, même dans mon parcours scolaire. Quand on était étudiant, je n'attendais pas seulement la bourse de la famille. Mhm. Je créais moi-même mes propres moyens de pouvoir obtenir les moyens qui me permettent de subvenir à mes propres besoins. Yes. Il m'arrivait pendant les vacances, quand je revenais en Nouakchott, à l'époque, il y avait les téléphones avec antenne, avec télé là, qui sortaient. Donc, j'en achetais ici, les Sénégalais adoraient. Donc, j'en achetais ici quelques téléphones, je les amenais, je les revendais, je les écoulais avec les étudiants et c'était pour moi un moyen d'exister
d'avoir mes moyens. Donc, c'était d'aller à l'école, Ouais. mais aussi d'avoir un petit moment de pouvoir vendre mes propres appareils. Je ramenais quelques petits ordinateurs que je vendais aux étudiants à des prix dérisoires. Eux, ça leur faisait du bien et moi, ça me permettait aussi de gagner. Absolument. Et ce que je gagnais, je ne le gardais pas pour moi. Je le partageais avec les autres. Et je suis fier quand je rencontre des amis avec qui on a été des étudiants au Sénégal et je connaissais leur situation économique. Mais aujourd'hui, certains sont devenus des directeurs, sont devenus des gens très importants dans notre pays. Et donc, pour moi, c'est quelque chose d'inouï. C'est quelque chose de véritablement important. Et comme j'ai dit, le partage, en fait, c'est pas un truc que j'ai choisi. C'est quelque chose que j'ai trouvé devant moi. Le partage, donner aux autres, partager avec les autres. Si on m'enlevait ça, on enlevait toute mon existence. Je suis quelqu'un de très famille, de très proche de ses enfants, de très proche de sa famille, de très proche des autres. Parce que pour moi, la vie en famille, la vie en communauté, en communauté humaine, c'est quelque chose d'irremplaçable pour moi. Absolument. Oui. Parce que quoi qu'on puisse dire, en définitif, si on a les moyens et qu'on ne sait pas partager, si on a de quoi aider les autres et qu'on ne le fait pas, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans la réelle valeur, humaine. Oui, mais c'est rempli de challenges. Oui. C'est rempli de challenges. Sachant que, de base, ce que tu fais, c'est quoi? C'est d'abord, tu vois la situation des gens. Ça te fait mal et tu as envie d'agir et de les aider. Tout à fait. Donc après, qu'est-ce que tu fais? Tu invites les gens également à venir te soutenir et t'aider à aider les autres. Mais j'aimerais comprendre le processus de la marmite du partage, exactement, depuis le début. Le processus de la marmite du partage, c'est que je n'ai jamais voulu rester spectateur d'une situation de souffrance des populations mauritaniennes. Mais il faut le dire, ça a d'abord commencé en France. Au début, c'était pas la marmite du partage que je voulais faire. Quand j'étais adolescent et que j'étais en France, j'ai été très touché par les déchetteries. En France, avant, j'avais l'idée de faire une déchetterie en Mauritanie. C'est-à-dire parce que vous avez tout est trié, le plastique est à part, le bois est à part, tout est bien trié. Et donc, j'avais l'idée de faire une déchetterie. Mais, entre-temps aussi, il y a eu les Restos du Cœur de Coluche, que j'ai vu leur fonctionnement, la manière de faire. Et je quittais la France, je suis rentré en Mauritanie, je suis parti étudier au Sénégal. J'ai trouvé mon ami et frère Mustapha, qui est avec Alassane Ndour, fondateur aussi des Restos du Cœur, de la marmite du cœur au Sénégal. Donc, qui eux aussi avaient le concept des Restos du Cœur. Et je voyais tout ça. Donc, la France, le Sénégal, où je suis venu étudier, je suis venu avec une idée. Je me suis dit, mais écoute, ces gens-là, ils le font en France, d'autres le font au Sénégal. Il est bien possible qu'on le fasse en Mauritanie. Et j'avais mon ami Samba Kamara. Un soir, il était avec moi où j'étais en train de rédiger le projet. Il me dit, mais toi, là, t'es fou. Ça va jamais réussir en Mauritanie. Je lui dis, OK, tu verras bien. Et quand on est rentré en Mauritanie après nos études, c'est vrai que j'ai un peu travaillé au Sénégal, mais quand je suis rentré en Mauritanie et qu'on devait mettre en place l'idée de la marmite du partage, les jeunes, pour pouvoir fédérer les jeunes Mauritaniens, et bizarrement, celui qui me disait que l'idée n'allait jamais marcher, c'est finalement lui qui est devenu le premier secrétaire général de la marmite du partage. Ça, c'est une très bonne chose. Là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dans la vie, si vous croyez à une idée, au début, c'est une idée. Oui. Et l'idée, elle devient un projet. Absolument. Et ce projet, vous ne pouvez pas le porter seul. Non. Parce que c'est ce projet de la marmite du partage. Autour de la marmite du partage, vous avez aujourd'hui l'équipe VFC. Il faut le dire. Absolument. Et pour la petite confidence, VFC n'était pas VFC. VFC, c'était New Frère, par exemple. C'est grâce à la marmite du partage, à l'embarquement de Moussa, Traoré et son équipe a travaillé, parce que c'est des fondateurs avec nous de la marmite du partage, que nous avons eu l'idée de travailler ensemble professionnellement. En dehors du social, on a fait le professionnel ensemble. Et moi, je rentrais du Sénégal avec l'idée de VFC. D'accord. Et c'est à partir de là qu'on a changé New Frère pour en faire VFC. Et aujourd'hui, quand je vois Moussa et toute son équipe porter le projet qui leur appartient, qui ne m'appartient pas, que j'ai dit, c'est une idée, mais l'idée devient un projet. Absolument. Donc, aujourd'hui, c'est une fierté de voir que c'est des jeunes qui non seulement ont fondé la marmite du partage, ils ont aussi pris un nom
qui se sont appropriés et qui est devenu un label aujourd'hui incontournable en Mauritanie. Absolument. Donc, vous voyez un peu ce que la marmite du partage. Non Absolument. seulement être les démunis dans les quartiers précaires, Mhm. mais aussi on mettait la lumière sur les quartiers. Aujourd'hui, c'est grâce à Cheikh Omar Ndiaye, qu'Allah l'abri en son saint paradis, Amin, amin. Babacar Bandiaye de Cridem, qui venait avant, les Diagana, tous ces gens nous accompagnaient, mais mettre la lumière sur ce qui se faisait. Et moi, je travaillais à la télévision de Sahel à l'époque, Mhm. qu'on venait de lancer. Ouais. On utilisait aussi la télé pour pouvoir donner une visibilité à ces populations-là, pour dire qu'elles manquaient d'eau, qu'il n'y avait pas de route, qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Aujourd'hui, quand je passe par un quartier comme le Moukaïté, Mhm. où on était obligé de faire 4 km à pied pour monter les bagages sur les dunes, je vois que le goudron traverse ce quartier-là, c'est une fierté. Absolument. Absolument. Ça fait 15 ans, effectivement, que la marmite du partage, elle existe, Mhm. mais elle continue. Je ne suis plus président, je ne suis plus lié Mhm. au bureau de la marmite du partage, mais je suis lié par mon engagement à la marmite du partage. Mhm. Je suis lié par la mise de mes propres moyens dans la marmite du partage. Absolument. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui ne doit pas s'éteindre. Absolument. Tout peut s'arrêter, tout peut s'éteindre, mais ce côté social-là est véritablement important. D'ailleurs, Mhm. il y a eu votre sœur, votre propre sœur, qui, Absolument. Aïssata, si je ne me trompe pas, du nom, Absolument. qui était venue de France en Mhm. vacances Mhm. et qui était descendue avec nous sur le terrain. Elle était restée émue face à la situation qu'elle avait Oui. vécue. Une dame comme Mariam Dada, qui a été la première femme, la première dame de la Mauritanie, Mhm. est descendue sur le terrain. Machallah. L'ambassadeur des États-Unis est descendu sur le terrain. Donc, pour dire tout simplement, au début, les gens peut-être ils n'y croyaient pas, Mhm. mais aujourd'hui, je pense que on n'a plus besoin de dire à quelqu'un c'est quoi la marmite du partage. Mais je voudrais juste dire que c'est une association, c'est Mhm. une structure, Mhm. c'est une entreprise sociale qui me tient à cœur Mhm. et que le travail que les jeunes sont en train de faire aujourd'hui avec la marmite me réconforte Et d'une façon extraordinaire. pour toi, quel est l'héritage de la marmite du partage? Parce que j'ai ma petite idée. J'aimerais répondre après votre réponse. Après Oui. ta réponse, j'aimerais répondre Oui. à ça. Mais pour toi, quel est l'héritage de la marmite du partage? Pour moi, l'héritage de la marmite du partage, ce n'est pas à moi de le quantifier. C'est aux Mauritaniens de le juger. C'est aux That makes Mauritaniens de sense. le quantifier. Mhm. C'est aux jeunes, des hommes et des femmes qui se sont regroupés, Mhm. qui ont créé avec nous la structure. Souvent, les gens veulent lier mon image à la marmite du partage, je le refuse. Oui, j'en suis le fondateur, mais j'en suis pas le propriétaire. Oui, mais tu es quand même le fondateur. Oui, Mm. mais le fondateur de la Mauritanie s'appelle Mokhtar Oumdada, Mahmoud Sambori, c'est le congrès d'Alec de 1958. Ils sont tous partis, pratiquement. Mhm. Mais il y a d'autres gens qui ont Ouais. continué à porter la Mauritanie. Absolument. C'est la même chose pour la marmite du partage. On Absolument. peut fonder une chose, mais après, ceux qui viennent prendre la chose, ils doivent bien l'entretenir afin de continuer de porter le En projet. fait, c'est ça que je voulais dire qui était l'héritage de la marmite. C'est ça, C'est que, en fait, tu as réussi à créer quelque chose qui est devenu plus grand que le programme. c'est vrai, Que tu sois là ou pas, la marmite continue. c'est clair. Et derrière ça, nous avons ouvert également, ça fait 8 ans qu'on a également une activité bénévole, C'est vrai. pas à la même hauteur que la marmite du partage, mais qui s'appelle Hope for the World. Donc, ce qu'on fait, c'est tous les ramadans, on sort pour donner de la nourriture aux gens qui sont en route, qui ne sont pas encore arrivés chez Ouais. eux, ou bien les gens qui sont dans les quartiers démunis, on les aide avec ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est qu'après la marmite du partage, plein de petits groupes ont commencé à se créer. C'est vrai, c'est Et vrai, tous ces petits groupes-là avaient la même mission C'est que vrai. celle que vous C'est avez vrai. au départ. c'est vrai. Celle qui était d'aider les gens, de nourrir les gens, mettre un sourire sur le visage de quelqu'un. C'est vrai, Et ça, c'est vraiment l'héritage que tu as réussi à C'est vrai. créer. c'est vrai. C'est vraiment l'héritage que tu as réussi à créer. Et je sais pas si les gens te disent merci par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je profite de ce podcast pour te dire, honnêtement, merci. Merci pour la marmite du partage. Merci pour tout ce que tu as Mm. mis en place, pour toutes les personnes que vous avez réussi à nourrir, les gens que tu as aidés à travers ça. Et également, l'idée à travers la marmite du partage est venue sur la tête de beaucoup de jeunes Mauritaniens C'est vrai. qui, à leur tour, ont réussi à créer leur petite marmite du C'est partage. vrai, Donc, la mission, elle continue. Ça, c'est ton héritage. c'est vrai. Et c'est vrai que tu dis que ce n'est pas pour toi, mais personne ne pourra enlever le fait que la marmite du partage, tu as pris, pas, je n'aime pas dire le risque parce que là, on est dans un cadre bénévole, mais je dirais que tu as pris la volonté, l'engagement. Et Dieu sait que mettre ça en place, c'est rempli de blessures. Mhm.
Moi, je sais ça parce qu'on s'est croisés, vous vous rappelez, durant le programme Watanouna. Oui. Et durant le programme Watanouna, par exemple, pendant la période de la Covid. Oui. Et durant ce temps-là, par exemple, quand ils m'ont contacté, c'est parce qu'on avait notre petit groupe qui allait dans les quartiers pour aider les gens et sensibiliser les gens pour avec le Covid. Tout à fait. Et ça aussi, quand je l'ai créé, j'ai été inspiré par la marmite du partage. Et Dieu fait bien les choses. On était ensemble. Oui. On s'est rencontrés. C'était en 2020, 2021. C'était en 2020, ouais, 2020, je crois, 2020. Et d'ailleurs, c'était le premier programme Watanouna. Et je me rappelle, tu m'avais donné un conseil ce jour-là, en tant que ton petit frère. Tu m'avais dit de faire en sorte que les gens ne fassent pas n'importe quoi avec les trucs de distribution. Que mon équipe ne fasse pas n'importe quoi avec les outils, avec les denrées alimentaires qu'on nous avait données pour la distribution des gens dans les quartiers du menu. Et au final, c'est la même chose que j'ai dit à mon équipe. La même chose que je les ai dit. On nous fait confiance avec ça. Les gens attendent et les gens en ont besoin. Peut-être même si nous, on en a besoin, mais si on est là aujourd'hui, c'est pour aider des autres. Et pourquoi on veut aider les autres? C'est parce qu'on a vu nos grands frères le faire. Et malheureusement, dis-toi que je n'ai jamais eu la chance d'en faire partie. Jamais eu la chance d'en faire partie. Même cette année, j'ai des amis qui m'avaient invité, mais là, durant la même période, j'étais en mission à Bogué, donc c'était compliqué pour moi d'en faire partie. Mais Inch'Allah, j'espère que l'année prochaine, j'en ferai partie. Ça fera plaisir. J'espère, Inch'Allah. En tout cas, comme je te l'ai dit, merci beaucoup pour ça. Merci vraiment, merci beaucoup pour Remercions surtout Allah. Absolument. Qui nous a donné la chance de pouvoir faire cette marmite du partage. Et qu'aujourd'hui, pour moi, l'objectif, il est atteint. Parce que du moment où on a réussi à influencer les jeunes, à aller dans le social, à aider les autres, à être là pour les autres, moi, c'est la plus grande fierté. Et c'est vrai, je profite de l'occasion. J'avais oublié cet épisode où nous étions ensemble à la création de Watanouna. Absolument. Il y avait Aïcha Lekhal aussi qui était avec nous. Absolument. Et c'est ce que j'ai dit souvent. Vous savez, quand vous faites les choses pour la nation, vous êtes tranquille. Ouais. Vous avez la conscience tranquille. Je me rappelle, j'étais avec Taleb, à l'époque, qui était ministre de la Jeunesse. La jeunesse, oui. On était dans son bureau et nous, on avait l'idée de comment on va distribuer les rations alimentaires sans qu'il y ait des mobilisations sociales, parce que la Covid ne voulait pas de rassemblement. Absolument. Et donc, j'ai rédigé sur la table de Taleb l'idée de distribution alimentaire nocturne. Ça, c'était une très, très bonne idée. C'était ça. Oui, en fait. Si, c'était une très, très bonne idée. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, il y avait Néné Defakan qui était ministre des Affaires sociales, qui avait fait appel à nous, à la marmite du partage, pour réviser le fichier associatif là, des personnes vulnérables. J'ai oublié un peu le nom de ce fichier-là. Le registre social. Le registre social, ouais. Voilà. Donc, on avait fait la révision du registre social du ministère et c'est à travers ça que cette idée a été prise par les autorités et c'est à l'armée qu'ils ont confié les distributions nocturnes. Mais on a copié ça. On a réussi à le faire la nuit finalement. C'est vrai. On a réussi à le faire la nuit finalement et ça nous a beaucoup aidé parce que la journée, tous les gens sortaient. C'est vrai. Tu viens dans un quartier, les gens sortaient de toutes les maisons. Du coup, on n'arrivait pas à vraiment bien faire les choses. Mais après ton idée, je me rappelle, c'était je pense qu'au dernier jour, on avait fait les distributions après la prière de Maghrib. Et on s'est rendu compte que ça se passait très bien. Vous vous rappelez, on avait déjà ciblé les familles. C'est vrai, avec les familles, avec les listes. Il fallait juste venir leur donner et partir. Exactement. Tout à fait. Exactement. Donc, au final, quand on l'a fait après la prière du Maghrib et que c'était la nuit, ça s'est bien passé. Mais après, les gens étaient au courant, ils sont sortis des maisons en train de courir. Je me rappelle de tout ça. C'était une très bonne expérience. Franchement, c'était une très bonne expérience. Alhamdoulilah. Et disons que c'est vrai que le social et la politique sont frères et sœurs. Certains peuvent le dire. Mais quitter du social, enfin, je ne peux pas quitter du social, tu es toujours dans le social. Mais quand tu aides les gens sans rien attendre au retour, c'est quelque chose d'incroyable. Mais quand tu fais de la politique, là, la pression et l'attente est différente. Oui. J'aimerais que tu me parles de ta transition à la politique, même si tout le monde savait qu'un jour tu allais finir là-bas. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais tout le monde s'attendait à ce que tu aies un impact politique en Mauritanie. Parce que tu aidais déjà. Sauf que tu n'avais pas juste un titre politique. C'est vrai.
Mais C'est tu vrai étais que déjà à fond plus que même que dans le politique parce que tu venais chez les gens pour parler avec les parents et savoir quel était leur problème. c'est vrai, Et ça, on peut citer le nombre de politiciens qui font ça. c'est vrai. Aucune caméra qui te suit, pas de micro, tu vas, à nous pas d'autres mois, tu vas les voir. Donc, j'aimerais savoir exactement comment s'est fait ta transition vers la vie politique. C'est pas difficile d'y répondre parce que il faut se dire une chose. Quand on est dans le social, on soulage. Mhm. On soulage Akbar. avec les conséquences. Mhm. On est juste dans les conséquences. Yes. Parce qu'on se dit, dans un pays normal comme la Mauritanie, personne ne devrait avoir faim, tout le monde devrait se soigner, tout le monde Oui, devrait aller à l'école, oui, etc., etc. absolument. Le social vous permet d'abord d'avoir de l'empathie, de comprendre la situation des gens, d'aller les rencontrer, d'aller échanger avec eux, d'aller discuter avec eux. Mais la Absolument. politique règle les problèmes. Là, c'est les conséquences. Et quand on va dans la politique, on fait du plaidoyer. On règle les problèmes Mhm. qui ont engendré les conséquences de la famine, de la Ah. malnutrition, du manque de santé, du manque d'accès à l'emploi pour les jeunes, etc. Ça se règle par le biais de la politique. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. À un moment donné, moi, je n'ai jamais, en fait, je me suis rendu utile pour les gens, mais vu ma sincérité dans ce que je faisais, je me suis dit, écoute, à un certain niveau, le social, tu es très limité. Mm. Alors qu'en politique, tu vas influencer plus les décisions. Yes. Quand tu arrives à grimper jusqu'à arriver dans le cercle décisionnel, tu peux influencer les politiques sociales, les politiques sanitaires, les politiques d'emploi, etc., etc. Donc, il faut faire partie du système pour pouvoir le changer. Non, du tout. Mm. Pas faire partie du système, Mhm. mais Mm. venir à sa façon, à sa manière, Mhm. faire du cash, se dire la vérité. Ok. Vous savez, c'est ça un peu la différence politique entre moi et certains hommes politiques. Mhm. Nous, on vient du social. Mhm. Ouais. On vient C'est du milieu différent. social, on Mhm. vient d'un milieu modeste, Mhm. on vient d'un milieu hip-hop, Mhm. on vient il y a beaucoup de choses Mhm. qui font que nous, notre politique, c'est l'honnêteté, la Absolument. transparence, mais la franchise. Mhm. Donc, nous avons décidé d'aller dans la politique pour pouvoir porter la voix des opprimés, être la voix des sans-voix, représenter les personnes qui n'ont pas de représentants. Et donc, c'est ce qui fait que j'ai transité dans la politique. Non pas pour en faire une profession, parce que moi, je combats les politiciens professionnels. C'est exactement ce que vous faites. Exactement. C'est Donc, exactement ce que pour vous moi, faites. la politique, ce n'est pas... Moi, j'ai un travail. Mm. J'ai un parcours scolaire, j'ai un travail, je sais comment gagner de l'argent. Mhm. En politique, je ne suis pas venu chercher l'argent. Mhm. Je suis venu parce qu'il y a un travail dont nos populations avaient besoin. Et je pense que même les autorités, en fin de compte, Mhm. commencent à comprendre qu'elles avaient besoin des voix comme nous qui les contredisent Mhm. et qui contredisent l'action qu'elles font ou Absolument. les actions qu'elles font. Absolument. Et donc, pour moi, la politique, c'est pas pour se servir, Mhm. mais c'est pour servir d'abord les populations qui sont dans le besoin. Mais c'est aussi orienter les réflexions. Yes. C'est orienter, c'est plaider. Mhm. C'est de dire à ceux qui détiennent le pouvoir, le levier exécutif, Mhm. c'est de leur dire non, c'est pas comme ça que vous devrez le faire. Mhm. Voici la voie par laquelle vous devrez passer pour que ce que vous faites ait beaucoup plus d'importance et soit beaucoup plus capitalisé par les populations. C'est cela qui fait que j'ai décidé d'aller dans la politique. Mais vous ne craignez pas pour votre vie. Parce que lorsqu'on vous voit faire des plaidoyers, vous êtes une personne très franche, vous l'avez dit vous-même. Vous dites exactement les choses telles que vous les pensez. Vous ne craignez pas En réalité, je votre suis vie? d'abord guidé par mes convictions. Comme je dis, quand quelqu'un regarde mon parcours depuis ma jeunesse, l'éducation que j'ai reçue, je peux pas être dans le mensonge, je peux Mhm. pas être dans la tromperie. Mhm. Quelqu'un qui me connaît, qui a grandi avec moi, qui a fait l'école avec moi, il sait d'où je viens. Yes. Et pour moi, la politique, c'est pas mentir. C'est absolument pas ça. Pour moi, la politique, si c'est mentir, si c'est tromper, si c'est tricher, ça veut dire que moi, je suis nul en politique. Parce que moi, ma politique, c'est l'honnêteté. Ma Mhm. politique, c'est la franchise. Ma politique, c'est la transparence Mhm. dans la gestion des deniers publics. Pour moi, c'est ça la politique. C'est vrai, malheureusement, le citoyen mauritanien lambda, quand tu lui dis politique, il te dit politique est égal à mensonge. Ce n'est pas ça.
Ce n'est pas exact. Politique est égal aux personnes qui ont de la valeur, qui ont de l'éducation, qui ont le respect de la parole, qui s'engagent en politique pour changer la donne. Et c'est vrai que récemment, j'ai eu des menaces de mort. Ça, tout le monde l'a vu sur Internet. Quelqu'un a écrit sur sa page Facebook, Khalid Diallo, on doit le tuer dans une place publique. J'ai déposé plainte via mon avocate, Maître Fatima Tambaye. Et cette affaire a été portée devant les juridictions de notre pays. Quelqu'un d'autre a dit du n'importe quoi sur moi, sur Internet. Je suis souvent, très souvent, menacé, ça c'est clair. Et ça change quoi? Ça change absolument rien. Je n'irai pas aux États-Unis en exil, je n'irai pas en Chine en exil, je resterai en Mauritanie, je me battrai en Mauritanie pour que les choses changent. C'est vrai que je n'ai pas ma langue dans ma poche, mais je ne manque de respect à personne. Je dis les choses avec un style. Il faut comprendre. Vous savez, moi, je viens d'un style. Le style hip-hop, dans lequel j'ai baigné, dans lequel j'ai noyé, dans lequel j'ai grandi. C'est un style franc. Absolument. On est franc, on est cash. On dit les choses, mais avec une bonne intention. Pas de mauvaise intention. Je sais qu'au début, ça ne plaisait pas à beaucoup de gens. Beaucoup de gens envoyaient, mais lui là, il vient d'où? Il se prend pour qui? Oui, mais lui, c'est un citoyen mauritanien. C'est un député qui porte la voix des citoyens mauritaniens qui ont une confiance en lui, qui l'ont élu pour qu'il porte leurs problèmes. Et pour moi, cette mission-là, on est en train de la remplir. Absolument. Vous êtes en train de franchement, vous êtes en train de remplir cette mission-là. Mais en même temps, je m'inquiète. Pourquoi je m'inquiète? Parce que l'histoire a une mémoire. Et dans la mémoire de l'histoire, toutes les personnes qui ont voulu défendre leur nation via des convictions fortes ont subi au final une injustice. On peut parler de Martin Luther King, on peut parler de Rosa Parks, on peut parler, il y a plein d'exemples, Thomas Sankara, énormément de personnes. Énormément de personnes. Et je le disais à un ami également que l'ascension du député aujourd'hui me fait peur. Pourquoi? Parce que il est en train de suivre une ascension dangereuse. Il est en train de toucher aux mentalités. Quand tu touches aux mentalités, tu crées un problème. C'est vrai. Parce que tu peux tuer un homme, mais tu pourras jamais tuer ses convictions. Tu ne peux pas. Et ce que tu es en train de faire, c'est ça touche les mentalités. Beaucoup de jeunes se sont réveillés à travers tes plaidoyers. Beaucoup de gens ont compris qu'ils peuvent se battre pour eux, qu'ils peuvent se battre et qu'ils doivent se battre également. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont vu devant les gens puissants du pays en train de dire exactement ce que tu penses. Et je pense que ça également, c'est ton héritage de demain, cette franchise. Mais en même temps, cela ne peut pas empêcher le fait que beaucoup de personnes se demandent est-ce que si tu continues, il ne va pas t'arriver quelque chose? Vous savez, le risque zéro n'existe pas dans la vie. Dans l'histoire, elle ne retient que ce que les hommes réalisent. L'histoire, elle retrace ce que les hommes réalisent. J'ai choisi un chemin dangereux, un chemin difficile. Je sais, je suis conscient de tout ça. Mais est-ce qu'au nom de la dangerosité, il faut que tout le monde ait peur de dire les choses? Non, jamais. Moi, je pense que nous sommes une génération de lumière. Nous ne sommes pas une génération de l'obscurité. J'en suis sûr. La chance que nous avons, nous, notre génération, les autres générations ne l'ont pas eu. C'est quoi? C'est le monde électronique. Oui, c'est vrai. C'est les réseaux sociaux. Absolument. C'est la proximité avec toutes les populations du monde. Absolument. Il faut saisir ces opportunités-là pour les exploiter. Absolument. Et donc, nous, on ne peut pas rester dans cette ligne de la politique du non-changement, de la politique du non-respect de la dignité humaine, de la politique de la corruption à outrance, et ne pas proposer autre chose. Nous avons décidé de proposer autre chose. Tous les Mauritaniens peuvent vivre en paix. Tous les Mauritaniens peuvent avoir accès à la santé. Tous les Mauritaniens ont droit à la vie. Tous les Mauritaniens peuvent aller à l'école. Pourquoi ne pas leur dire ça? Pourquoi ne pas les éveiller? Pourquoi ne pas les pousser? Pourquoi ne pas plaider pour que les choses aillent dans ce sens? Absolument. Je suis très rassuré quand j'entends un jeune aussi conscient que vous me dire oui, les jeunes sont conscients de ce que vous êtes en train de faire et de ce que... Mais c'est effectivement ce qui m'a amené en politique. Il faut que nos jeunes sachent ils peuvent être des milliers de Khalid Diallo, même mieux que Khalid Diallo. Il ne faut pas qu'on leur fasse croire qu'ils ne peuvent pas devenir de véritables leaders et des acteurs de changement et de développement. Il ne faut pas qu'on leur fasse croire ça.
C'est des jeunes qui sont intelligents, qui ont des capacités. Maintenant, il faut les aider à sortir de la bulle. Il faut les aider à sortir de leur zone de confort pour aller vers l'essentiel. Et cet essentiel-là, c'est une Mauritanie plurielle, c'est une Mauritanie où tous les enfants de la Mauritanie seront pris en considération. Donc, si c'est ça le danger, je l'assumerai. L'histoire sera là pour retracer ce qui a été fait. Ça, j'en suis sûr et certain. Et je sais que l'histoire a une belle surprise pour vous, Inch'Allah ta'ala. Dieu sait, mais Inch'Allah ta'ala, j'espère que l'histoire a une bonne surprise pour vous. J'aimerais maintenant que vous nous parliez de la coalition Espoir. La coalition Espoir était une volonté des hommes et des femmes qui ont décidé de s'unir dans un moment véritablement important pour porter un combat ensemble pour un changement. Donc, il fallait tout de suite assumer cela et partir ensemble. Nous l'avons fait au bon moment. Nous sommes partis ensemble et cette coalition a créé une surprise pour beaucoup de Mauritaniens et elle est devenue la deuxième force de l'opposition en Mauritanie. Bravo. Il a fallu juste voir que des hommes, des femmes de différents horizons, des Maures, des Poulards, des Soninké, des Wolofs, des Haratines, des Mauritaniens tout simplement sont réunis. Ils ont uni leurs forces. Et ça, c'était une preuve qu'ensemble, on est très fort. Je peux vous poser une question. Quelles sont vos attentes par rapport à la coalition Espoir? En fait, je ne dirais pas aujourd'hui quelles sont mes attentes. Cette question, je l'aurais posée avant que la coalition Espoir ne soit cette dynamique qui a été créée. Aujourd'hui, je pense que les choses sont très claires. Nous portons la voix des Mauritaniens, nous portons les problèmes des Mauritaniens, mais nous proposons aussi des solutions à ces problèmes-là. Parce que nous ne sommes pas que dans poser des problèmes, poser des problèmes, mais proposer des réflexions de solutions. Donc, moi, je pense que notre coalition Espoir Mauritanie, et d'ailleurs, notre groupe parlementaire porte le nom de la coalition Espoir Mauritanie au sein de l'Assemblée. Nous sommes 7 députés à l'Assemblée. Nous travaillons à porter les besoins des Mauritaniens, à plaider très fort pour que le changement soit effectif. Donc, moi, je ne dirais pas quels sont les objectifs. Et nous sommes en train d'atteindre les objectifs qu'on s'était assignés dès le départ. D'accord. C'était de porter la voix des Mauritaniens, c'était de conscientiser, c'était d'éveiller les populations, c'était de leur montrer que c'était possible. Ces populations ont cru en nous et nous ont fait confiance. Et à un moment donné, cette dynamique, il fallait vraiment la lancer. Et aujourd'hui, je pense que les Mauritaniens apprécieront d'eux-mêmes le travail que la coalition est en train de faire. C'est déjà le cas. C'est pour cela que je voulais que ce soit personne, que tu me donnes exactement tes attentes personnelles par rapport à la coalition. Parce que j'imagine que cette coalition, elle a planifié des choses, mais par mandat présidentiel. C'est-à-dire que là, vous avez des plans jusqu'aux prochaines élections. Non, en fait, il faut d'abord comprendre une chose. Beaucoup de gens pensent comme ça, mais ce n'était pas ça la création de la coalition. Non, je suis d'accord que ce n'est pas ça la création. La coalition, c'était d'abord une alternative crédible, de justice, de lutte contre la corruption, de lutte pour garantir les libertés publiques de tous les Mauritaniens, de porter les soucis de l'ensemble des Mauritaniens. C'était ça, c'était une coalition électorale à la base. Ok. Après, il y a eu les élections de 2024, c'était naturel. On n'avait jamais dans la coalition de manière formelle discuté sur la présidentielle 2024. Les choses soient très claires. Mais nous, qui étions dans la coalition, qui sommes membres fondateurs de cette coalition, on avait des ambitions d'accompagner un des nôtres qui voulait être candidat à la présidentielle et nous l'avons accompagné. D'accord. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a suivi. Certains, dans la coalition, ont préféré soutenir un autre candidat. Dans la coalition? Oui, bien sûr, effectivement. L'honorable député Kadjata Malik Diallo, Yahya Loud, qui ont décidé de soutenir la candidature de Dr Otouma Soumaré. Mais moi, je n'y voyais pas un inconvénient. Pourquoi? Vous êtes une coalition, vous êtes censés tous penser de la même manière, non? Oui, non, pas penser de la même manière. Enfin, cette coalition, c'est plusieurs personnes qui ont des esprits divergents. Non, je veux dire, à but commun. Oui, à but commun, mais il faut respecter aussi la liberté aux autres qui ne veulent pas accompagner. Parce que dès le départ, ce n'est pas ce qui a été négocié. Ce qui a été négocié dès le départ, c'est la coalition
électorales, municipales, législatives et régionales. Ok, d'accord. Ça, c'était clair pour Mhm. tout le monde. Mhm. Maintenant, ce qui aurait été bien, Mhm. c'est que on est allé ensemble aux élections, on a gagné ensemble, que les autres, comme Kadiata, comme Yahya Lout, Mhm. puissent accompagner la candidature de Maître Id qu'on avait amené à l'époque Oui. à cette candidature. Mais on ne va pas leur en tenir rigueur. Mhm, je comprends. La démocratie, c'est le respect aussi du choix des autres. Absolument, je suis d'accord avec ça. Voilà. Mais ça aurait été un meilleur choix si tout le monde était parti dans la même direction. Non, mais c'est clair. Ça, il n'y a pas de doute. Je fais partie d'ailleurs de ceux qui ont défendu cette thèse. Mais je ne peux pas en vouloir à ceux qui n'ont pas voulu suivre la logique. Je suis d'accord avec Ils ça. avaient aussi leur logique. Et il faut respecter leur logique. Mais la politique est très exigeante également. La politique est très exigeante. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à votre parcours jusque-là? Non, moi, je n'ai pas de regrets. Moi, je n'ai pas de regrets. J'ai juste appris une chose. Les difficultés, oui, il y en a. Les obstacles, il y en a. Mhm. Les difficultés, les obstacles, il faut les transformer en force. Ok. Il faut que les gens comprennent Mhm. que c'est à travers les difficultés, ça va à travers les problèmes, c'est à travers les soucis qu'il faut continuer à forger son chemin pour devenir meilleur que l'on était. Absolument. Absolument. Ça, c'est mon intime conviction Mhm. de croire à cet idéal de vie. Ah oui. Il ne faut pas avoir de regrets. C'est vrai que par moments, il y a des découragements. Par moments, on a envie de tout claquer, on a envie de tout lâcher à cause de tout ce que l'on fait et que derrière, on voit que parfois, ça ne suit pas. Ouais. Mais tout ça, c'est la nature humaine. C'est ça la valeur d'un véritable leader. Un véritable leader, Absolument. parfois, le leader, c'est un être humain. Absolument. Il a ses moments de peine, ses moments de fatigue, ses moments de pire réflexion, des moments où il est un peu perdu, mais tout ça vous forge. Oui. Tout ça vous donne une carapace à résister et à aller de l'avant pour pouvoir aider les populations que vous représentez, qui très souvent ne comprennent pas tout de suite ce Non. que vous êtes en train de faire pour elles, Mhm. mais au fil du temps, elles se disent « Ah, on commence à comprendre Absolument. ce que la personne fait. » C'est important. Absolument. Voilà. Parfois, il faut donner un peu de temps Oui, oui, également oui. au peuple pour qu'il puisse comprendre le plan que vous avez. Oui. Et par rapport à ça, j'ai vu que vous n'avez pas de regrets parce que votre vie est un combat en vérité. D'après ce que j'ai compris, votre vie Tout est à un fait. combat. Mais j'aimerais savoir une chose. Quelle est votre relation avec Biram Boulabed aujourd'hui? Biram, c'est un frère, c'est un grand frère. Mhm. C'est quelqu'un avec qui j'ai cheminé, Biram. Mhm. C'est important de le comprendre, c'est que Mhm. beaucoup de gens ne savent pas. Mhm. Je fais partie des rares qui ont cheminé avec Biram dès le début. Ok. Mais vous savez, la vie aussi, c'est des divergences. C'est des divergences d'opinion. Mhm. Moi, j'ai ma manière de faire. Toi, tu as ta manière de faire. Moi, j'ai ma stratégie. Mhm. Toi, tu as ta stratégie. Absolument. Mais l'essentiel, en tout cas, entre Biram et moi, c'est de l'admiration, Mhm. c'est le respect, c'est la considération. Mhm. Souvent, on peut échanger sur des sujets Mhm. où on est convergent. Ok. Et parfois, on peut être divergent, mais ça reste quelqu'un que je respecte beaucoup Mhm. et qui me respecte aussi énormément. Donc, je pense que j'ai pas de relation négative Mhm. avec l'honorable député Biram Dabed. Mhm. Et d'ailleurs, on échange souvent. Ok. Donc, ça, c'est ce qui est normal en politique. Absolument. Et c'est important qu'il y ait des divergences. Parce que quand on est dans un groupe ou dans une vie politique Mhm. et que tout le monde est d'accord sur tout, là, il y a de l'hypocrisie. Ouais, là, il y a un problème. Donc, Ouais. Biram, on ne peut ne pas être d'accord sur tout. Mhm. Mais le plus important, c'est qu'on se respecte mutuellement. Mhm. C'est quelqu'un qui me voue de l'admiration et du respect. Mhm. C'est quelqu'un que je voue aussi de l'admiration Mhm. et du respect. Donc, là, ça m'amène à une question qui est encore beaucoup plus importante. Oui. Khalid Diallo, président de la République. Oui. Est-ce que Oui. on peut s'imaginer voir ça dans une banderole pour les élections 2029? Oui, mais vous savez, pour moi en tout cas, Mhm. ça c'est ma conviction qui parle. Mhm. On ne peut pas faire la politique et ne pas songer à gouverner. C'est pas possible. Absolument. Si on veut changer, que les gens aient une bonne école, que les gens aient une bonne santé, que les jeunes puissent accéder à l'emploi, Mhm. mais il faut un plan, il faut gouverner.
Mais pour moi, aujourd'hui, l'heure actuelle, ce n'est pas la priorité de mes priorités. Non. Ok. La priorité de mes priorités aujourd'hui, c'est que nos communes, nos départements, il faut les investir. Il faut faire dégager le pouvoir. Il faut récupérer nos communes. Il faut récupérer nos départements. Il faut plus d'élus à l'Assemblée nationale qui portent et qui plaident la situation des populations démunies, opprimées. Représenter les populations agricoles qui sont délaissées, qui n'ont pas de semences, dont les terres sont accaparées, sont expropriées. Il faut plus de députés à l'Assemblée qui vont porter les voix. Pour moi, le véritable combat, c'est avoir des députés, ayons des maires, portons-les, donnons-leur la possibilité d'aider les populations rurales et à l'échelle de toute notre nation, de tout notre État et de tout notre territoire. Si on arrive à faire ce combat-là, on pourra penser maintenant à l'étape suivante. Mais tout de suite se dire oui, on va à la présidence, on va devenir président, on va ceci, on va cela, alors que l'essentiel n'a pas été fait à la base, je pense que ce n'est pas se dire la vérité. Et moi, comme je l'ai dit dès le départ et à l'entendre mon propos dans votre podcast, c'est que je ne veux pas me mentir à moi-même. Absolument. Voilà. Ça se voit. C'est ça. Ça se voit parce que... C'est ça. Mais quand même, on garde espoir par rapport à ça parce que ça se voit que ce n'est pas une mission impossible pour vous. Non. Ce n'est pas une mission Non, impossible du tout, pour vous. du tout. Et surtout, la dernière fois qu'on s'est vu, je vous avais dit ça, c'est qu'aujourd'hui, vous représentez également un espoir pour la jeunesse. Je ne parle pas des autres, mais pour nous, la jeunesse. Et nous, la jeunesse, c'est Noir, Biwani, Soninké, Alpulaar, Voilà, tout le monde. Parce que nous, les jeunes, nous, on s'en fout du racisme, nous, les c'est jeunes. clair. Nous, les jeunes, on s'en fout du racisme, on est avec tout le monde. Et on veut construire une Mauritanie d'ailleurs avec tout le monde, parce qu'on a appris à l'école avec tout le monde. Vous avez parlé de petit centre tout à l'heure. Oui, L'école privée Cheikh Moussa, l'école Bama. tout à fait. On a appris tous ensemble. C'est clair. Tous ensemble. Et quand nous, les jeunes, on pense à un avenir de la Mauritanie, avoir la même chose qu'on a eu dans les écoles, mais dans les bureaux demain, au niveau au niveau de la présidence, un peu partout dans le pays, on pense à toi. Pourquoi on pense à toi? Parce qu'on pense à un jeune leader qui a envie de réunir tout le monde. Tout à fait. Un jeune leader qui a envie de réunir tout le monde. Et c'est pour ça ton nom sort à chaque fois quand on parle de ça. Et c'est pour cela plein de jeunes également ont espoir que vous serez candidat en 2029. Oui, pour moi, avant de parler de candidature, il y a d'abord des choses importantes à mettre en place, ce qui nous permettra d'oser rêver. Moi, comme j'ai dit, je n'exclus rien en politique. Ok. Ça, vraiment, je vais être très cash. Je n'exclus absolument rien. Ok. Et le moment venu, ce sont les Mauritaniens qui choisiront. Ce n'est pas à moi de choisir. C'est important. Parce que trop souvent, en politique, on a vu des gens, tout ce qu'ils font, c'est pour qu'ils soient choisis demain. Non. Faites les choses. Laissez le peuple juger. C'est le peuple qui portera. C'est cette jeunesse-là que vous êtes en train de dire qui décidera. Est-ce qu'elle décidera ce qu'elle décidera? On verra avec le temps. Absolument. On va pas se mettre tout de suite, on va pas avoir, comme disent les aînés, on va pas avoir la grosse tête. Il faut garder la tête sur les épaules, les pieds sur terre, remplir sa mission de parlementaire et le reste viendra après. Absolument. Parce que moi, ce qui m'inquiète de plus, très cher député, c'est le système éducatif mauritanien. C'est vrai. Le système éducatif mauritanien, c'est ce qui m'effraie le plus. Pour moi, en tout cas, il faut réformer en profondeur l'éducation. Mais il faut aussi instaurer une justice véritable. Parce qu'un pays sans école performante ne peut pas se développer. Exactement. Et malheureusement, nous avons des dirigeants qui sont en décalage face aux besoins réels de notre population. Absolument. Et ça, vous l'avez vu, la loi d'orientation de 2018, aujourd'hui, elle est en train de créer un décalage entre les enfants de la même nation. Donc, le problème n'est pas réglé. Et le problème, pour qu'il soit réglé, il faut, encore une fois, une réelle volonté de refonder et de réformer complètement le système scolaire mauritanien. Oui, parce qu'on en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin. Est-ce que pensez-vous qu'il y a espoir, qu'il y ait changement
à ce niveau-là dans les 2 années à venir? Dire que à ce niveau, dans 2 ans, Parce que les classes pense fondamentales, les classes de la primaire sont supprimées en dans totalité. les écoles privées. Dans les écoles privées en totalité. Le problème n'est même pas là. Mhm. La loi d'orientation, d'abord, elle-même est une loi de discrimination. Je donne une preuve. Mhm. Dans la même loi Mhm. d'orientation qui Mhm. dit oui, l'école républicaine, Mhm. les enfants doivent tous aller dans la même école, mais c'est absolument faux. Absolument. Parce que dans la loi, on a laissé une brèche, un article qui dit les enfants étrangers ont le droit d'être inscrits dans des écoles privées étrangères. Exactement. Et ici, quand on dit les enfants étrangers, c'est pour tromper l'opinion. Mais ils ont voulu dire les enfants ayant la double nationalité peuvent aller dans les écoles. Et c'est ça la réalité. Donc la plupart de nos gouvernants qui ont créé cette crise scolaire dans l'école publique, qui ont effacé les classes dans les écoles privées, dont la plupart de leurs enfants détiennent des nationalités étrangères, Mhm. ils ont installé leurs enfants dans des écoles internationales, comme l'école française, comme l'école américaine, Ouais. comme d'autres écoles à Absolument. programme français. Absolument. Et donc, l'enfant du charretier, l'enfant du vendeur de charbon, l'enfant de l'enseignant qui n'a pas les moyens, l'enfant de la commerçante qui se bat pour nourrir sa famille, son enfant, il sera jeté à l'école publique où le savoir n'existera pas. Donc, Absolument. on est en train d'abrutir nos enfants. Maintenant, ceux qui ont un peu les moyens, ils ont déménagé. Certains sont partis s'installer au Sénégal, d'autres sont partis s'installer au Maroc. Mhm. Mais ceux qui sont les plus nantis ont pris toute leur famille et les ont installés en France, au Canada. Et ailleurs. Absolument. Donc, la réalité, elle est connue. Et je pense que, je l'ai même dit la dernière fois à l'Assemblée, le prochain pouvoir qui arrivera en Mauritanie sera dans l'obligation de regarder en face cette loi d'orientation et réformer le système éducatif. Absolument. Oui. Parce que là, il ne s'agit plus seulement des écoles privées. J'avais compris qu'au départ, c'était une guerre contre les écoles privées. Mais comment est-ce que tu vas être dans un pays où l'enseignant a moins de valeur je sais pas moi, qu'un boutiquier? Oui. Aujourd'hui, nos enseignants, ils n'ont aucune importance dans le sens où ils ont des salaires misérables. Et de deux, l'enseignement en Mauritanie, je suis désolé de le dire, mais c'est devenu un métier par défaut dans le sens où tu vas avoir des gens qui n'arrivent pas à trouver de boulot. Et ils vont tout faire pour s'insérer dans des écoles, pour enseigner à des enfants dont eux-mêmes, ils n'ont pas le niveau d'enseigner à ces enfants-là. Tout à fait. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le système scolaire, tu ne peux pas savoir qui a raison, ni l'école privée, ni l'école publique. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes enseignants qui sont dans les deux. Mais sauf que les mêmes enseignants qui sont dans les deux, ils n'ont pas les mêmes, disons qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Les moyens, ils cherchent les moyens de nourrir leur famille en allant dans les écoles privées, mais ils restent dans les écoles publiques parce que ils ne peuvent pas enseigner dans les écoles privées, je pense, s'ils ne font pas partie de l'ENA. Et l'ENA, je pense que ça te force à enseigner dans le public ou quelque chose comme ça. Oui, en fait, il y a quand même une précision que je voudrais apporter. Mhm. Il y a énormément d'enseignants francophones Mhm. des écoles privées qui vont se retrouver au chômage Oui, parce qu'ils ne sont pas à l'école publique. absolument. Donc, leur retirer les classes Mhm. comme ça, sans aucune alternative offerte en contrepartie, eh bien, cela va faire agrandir le rang du chômage. Absolument. Et ça, c'est un véritable problème. Et c'est pour ça que j'ai dit que cette loi a été faite à la va-vite, sans aucune réflexion sérieuse, et ça risque de continuer à faire saigner, en tout cas, la situation de nos élèves. Et vous avez vu le niveau des études, le niveau des concours d'entrée en 6e année, le brevet, le baccalauréat, les résultats sont catastrophiques. Absolument. Et encore pire, à partir de l'année prochaine, les mathématiques et les sciences Oui, seront observées en arabe. absolument. Et alors que les formateurs, même en arabe, les enseignants en arabe, Mhm. pour cette alternative, Mhm. ne sont pas réellement en mesure Mhm. de produire des cours très sérieux. Et ça, c'est des avis que j'ai pris des personnes qui sont dans l'enseignement arabe. Ça, c'est grave, ça. Ça, Et c'est donc, on se très, dirige très vers grave. une grosse catastrophe. Absolument. En tout cas, merci beaucoup, député du peuple. Merci. Merci, grand frère, d'être venu chez Unface Podcast. Tu sais, j'ai tellement appris de toi durant les années. Aujourd'hui, j'ai eu la chance
d'échanger avec toi. Et aujourd'hui, dis-toi, j'ai plus appris de toi aujourd'hui que des années précédentes. Merci. Parce que tu m'as appris des choses par rapport à la jeunesse, par rapport à la politique, par rapport à comment être également un leader demain. Parce que moi, j'ai toujours détesté la politique dans le sens où je trouvais que c'était un réseau très ingrat. Mm. Mais en même temps, comment est-ce que je peux dire que c'est ingrat alors que moi, je fais rien pour aider mon prochain également? Tu comprends? Donc, c'est dans ce cas de figure-là où j'ai beaucoup appris, franchement, de toi. Parce que lead by example, ça sera toujours mieux que les paroles. Quand tu lead by example, c'est-à-dire que tu montres avec des exemples, tu enseignes plus à la jeunesse qu'en faisant des plaidoyers ou en parlant. C'est Et vrai. Ant, c'est exactement ce que tu fais. C'est-à-dire qu'à travers tes actions, on a appris. Après, quand tu as commencé à faire des plaidoyers, c'était facile pour nous de te suivre. Mm. Parce que ça fait des années que tu dis ce que tu fais. C'est vrai. Donc, merci beaucoup. Franchement, merci de nous avoir accordé du temps. J'ai une dernière question à toi. Oui. J'ai une dernière question que j'aimerais te poser. Et pour nous, la jeunesse, si tu avais un conseil à nous donner, ce serait lequel? Pas la jeunesse mauritanienne, la jeunesse. De manière générale. Oui. Donc, moi, je vais dire aux jeunes, d'abord, de ne jamais se décourager, de ne jamais abandonner. Et surtout, de se former. Quand on n'est pas formé, on ne peut pas avancer. D'accord. La jeunesse doit se former, mais aussi, cette même jeunesse-là doit se mobiliser. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de cela que dépendra notre pays demain. Alors, pour moi, les jeunes n'ont pas le droit au découragement. Ils ne doivent pas délaisser les choses. Ils doivent aller de l'avant. Et la chose qui m'importe aussi le plus pour ces jeunes-là, c'est qu'au moins, même s'il y a un seul Mauritanien que nous avons réussi à influencer et qu'il se considère ou qu'il considère que nous sommes en train de bien faire, pour moi, en tout cas, la mission, elle est accomplie. Ouais. Et les jeunes, c'est eux l'avenir parce que 70% de la population mauritanienne a moins de 35 ans. 68% à 60% de la population mauritanienne a entre 17 et 27 ans. 60% des 17-27 ans n'ont aucune qualification, aucune formation, aucun niveau scolaire. C'est une bombe à retardement si on ne fait pas attention. Alors, les jeunes doivent s'engager, les jeunes doivent se former. Il faut se former. La meilleure réponse, c'est de se former. Le meilleur engagement que les jeunes peuvent faire aujourd'hui, c'est de se former. Absolument. Parce que si vous vous formez, vous êtes outillé, vous avez le savoir, vous pouvez vous battre et vous pouvez dire non et vous pouvez dire oui. Parce que vous êtes assez formé pour savoir faire la part des choses. Et sur ce, je vous remercie. Je te remercie. Moi, je ne te vous vois pas. Tu es mon jeune frère. Absolument. Et j'apprécie énormément le travail que tu es en train de faire. Tout à l'heure, je t'ai entendu dire que tu ne t'engages pas, etc., en parlant de la politique. Tu t'engages dans une autre politique de l'information. Tu t'engages dans une autre politique de mettre de la lumière sur les personnes qui font du bien. Donc, toi, tu es en train de faire du bien. Je pense que pour ça, il faut t'en remercier et remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés autour de ce podcast que j'ai beaucoup apprécié. Et j'espère aussi que les Mauritaniens apprécient. Franchement, tout le plaisir est pour nous. Moi, personnellement, la VFC Production et sans oublier également mon frère Khatab qui nous a aidé à mettre en place cet épisode parce qu'il voulait que le député réponde aux questions de la jeunesse afin que vous puissiez, s'il vous plaît, apprendre quelque chose de cet épisode-là. On peut tous apprendre énormément de choses parce que, comme il a dit, c'est notre destin est entre nos mains. On doit s'éduquer. On doit se former. Tu dois venir te battre avec les armes à la main. Tu ne peux pas venir te battre avec un bandeau un bandeau sur les yeux. Tu vas être aveuglé par ton adversaire. Non, forme-toi. C'est vrai que notre système éducatif ne te permet pas d'avoir tous les outils pour ça. Mais tu as besoin de te former. Te former, c'est pas juste prendre des cahiers, non. Tu as besoin de te former en politique. Tu as besoin de te former même socialement avec ta famille. Comment est-ce que tu vas te comporter avec ta femme, tes enfants. Ça aussi, c'est une formation. Donc, s'il vous plaît, ayons tout ce qu'il faut. Nous sommes une jeunesse extraordinaire. Nous avons des outils extraordinaires. Faut pas avoir le problème. Regardez plutôt toutes les solutions qui sont présentes. Un voyage du député en France a mis au monde les marmites du portage. Un voyage a amené les marmites du portage en Mauritanie.
Donc, imaginez ce dont vous êtes capable de faire si jamais vous vous en donnez les moyens. S'il vous plaît, nous sommes une jeunesse et ce pays nous appartient. Le monde nous appartient. Le monde, c'est le monde des jeunes. C'est le monde des jeunes. Et on peut tous avoir un impact. On peut avoir un impact. Donc, s'il vous plaît, j'espère que vous avez écouté ce que le député il a dit. J'espère que vous allez apprendre énormément de choses par rapport à ça parce que nous, on a appris beaucoup de choses et c'était vraiment un plaisir et un honneur. Merci beaucoup, monsieur le député. La seule précision que je voulais faire quand tu as dit armez-vous, il faut que les gens comprennent que c'est ni les bâtons, ni les pierres, ni la violence, mais c'est de s'armer du savoir. Absolument. Merci. Je vous en prie. Merci à vous et à bientôt.